pour une est en fait une parodie féministe des Trois Mousquetaires. Bonjour, vous êtes ? Enfant d'immigrés, Oh, super, moi aussi je suis immigré. d'origine algérienne, Moi je suis russe, on est potes. française, que vous le vouliez ou non, Oui, je le veux bien, enfin, c'est pas à moi de le vouloir. banlieusarde, Ouais, moi aussi, hein. de confession musulmane, Certains que la jupe, hein, j'ai la même. et ben j'interprète Athos d'Alexandre Dumas. Je vous emmerde. Pourquoi autant de violence ? Pourquoi ce rire démoniaque ? Et la réalisatrice, elle en pense quoi ? Moi, je fais des films parce que j'ai envie de parler au monde entier. Oui, voilà, c'est bien de parler au monde entier, à tout le monde, ouais. Et j'ai envie que toutes les petites filles du monde entier, qu'elles soient noires, arabes, chinoises, Oui, enfin, chinoise, c'est un peu réducteur pour dire asiatique. C'est ça que tu voulais dire, je pense. de la ruralité, de n'importe quel, de riche, T'as du mal à dire blanche, c'est ça, je pense ? voient ce film et se disent « Waouh, nous aussi on est fortes, nous aussi on peut avoir des épées dans les mains. » Voilà ce que j'ai envie. Tu veux que des petites filles aient des armes dans les mains. Les habitants du Texas sont à fond avec toi, oui. À tous ceux qui nous répondent par la haine, je vous réponds par l'amour. C'est quoi cet amour violent ? Par l'amour. Je réponds par l'amour. Je t'aime. L'amour. Pour ceux qui sont passés à côté, il y a un nouveau film qui vient de sortir et c'est sur des femmes mousquetaires. Dans toute l'histoire du cinéma, aucune femme n'a jamais incarné des mousquetaires. Ça, c'est un fait. Personne, aucune femme ne s'est décidée un jour de le réaliser, de l'écrire. Attends, je te coupe, mais si, ça existait. Par exemple, une comédie russe de 2005 qui s'appelle Les Trois Mousquetaires où les trois femmes jouent les trois mousquetaires. Il y a même Vladimir Zelensky, le président de l'Ukraine, qui joue D'Artagnan dans un film russe. Athos. Partos. Aramis. Et D'Artagnan. Oui, c'était l'époque où tout le monde s'aimait. Hein. Aujourd'hui, ils ont de l'amour, mais de l'amour comme ça. L'amour. Ah, pour être inclusif, c'était inclusif. Il y a même un homme trans dedans, en Russie en 2005. Et personne n'a rien dit, c'était normal. Bon, après, ça a pas fait un gros carton parce que bon, le scénario était un peu nul. Et puis le jeu d'acteur était pas trop à la hauteur non plus. Et ça rappelle d'ailleurs un autre film avec des femmes mousquetaires. Toute pour une, l'adaptation féministe du roman d'Alexandre Dumas est signée par une cinéaste d'origine maghrébine avec, dans les rôles principaux, des actrices issues de l'immigration. À la surprise générale, à toute pour une, la version woke féministe des Trois Mousquetaires a fait un gros flop au box-office. Mais le film a seulement totalisé 9407 entrées en 5 jours et reçu un accueil plutôt mitigé de la presse. Plutôt mitigé. Quand tu vois les commentaires, hein, tu vois à quel point c'est mitigé. Tout le monde l'a détesté, la presse comme le public. Pour une fois, ils étaient d'accord. C'est une énorme bouse, hein. C'est une énorme bouse. Ils ont fait seulement 11 600 entrées en première semaine. Les 155 salles qui ont programmé le film ont reçu en moyenne 75 spectateurs par semaine. C'est-à-dire genre 4-5 spectateurs par séance. Même un TikTok de ma grand-mère ferait plus de vues. Et surtout, ce qui a fait beaucoup parler, ce qui a beaucoup énervé, c'est que, rappelons-le, c'est que ce film a été financé par nos impôts. Que vous le vouliez ou non, Il a reçu un budget de 10 millions d'euros. Pour ça, là. Ça. Dites pardon. Pendant qu'il y a des réals qui galèrent. Alors, ils ont voulu faire du méga anti-misogyne, mais en vérité, pour moi, c'est ce film qui est misogyne. On est en fait dans une époque où le féminisme dans les fictions se résume à copier les hommes, faire exactement ce que font les hommes. Des héroïnes badass, copier-coller masculin. Des flingues, des épées, des samouraïs, des ninjas, des mousquetaires. Bref, on a remplacé des jupes par des armures et tout le monde applaudit. Mais ce qui est bizarre quand même, c'est que sur l'affiche du film, elle reste quand même en mode femme, en mettant en avant un peu leurs atouts, en faisant un peu les sexy. Hein. Ah, je sais, c'est pour attirer du spectateur. Bon, ça a pas trop marché. Peut-être qu'ils auraient mieux fait de se mettre en mec avec les moustaches et les barbes là. Et bien sûr, les méchants dans ce film, c'est les hommes blancs. Il est méchant, monsieur Brochant, il est méchant, monsieur Brochant. Et le pire, c'est qu'on nous vend ça comme de la modernité. Ce film, par exemple, c'est censé être une histoire inspirée des Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas. Une parodie féministe, comme ils disent, mais qui ne respecte aucunement le texte d'Alexandre Dumas. Pourquoi vous ne faites pas un autre film avec des femmes mousquetaires et pas besoin de citer Alexandre Dumas? Pourquoi il faut forcément faire une référence à un classique pour dire « Regardez, avant c'était comme ça et nous on est différentes » Parce qu'en gros, là, c'est une fanfiction qui coûte 10 millions d'euros. J'ai regardé un peu et c'est ultra mal joué. Un peu comme ça. Franchement, j'ai déjà vu des placements de produits de youtubeurs qui étaient mieux joués que ça. Et au niveau des dialogues, c'est pas mieux. À un moment donné, on nous balance les répliques du genre « Au nom de la mère, de la fille et de la Saint-Esprit ». Pourquoi? On dirait la meuf qui veut tout féminiser. Bah du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Bah c'est bon, si, alors parce que on peut vous avez- entendre, Mais non, elle parce pleut, voilà, terminé. Vous voulez nous faire taire? Je vous réponds par l'amour. Et puis, le chef-d'œuvre absolu où la reine de la France balance « Je déteste la France.
Je déteste ce pays et ses coutumes. Ouais, les reines à l'époque, elles étaient toutes comme ça. À deux doigts de nous faire une crise d'ado. Là. Ah, je vais partir vivre en Australie. À ce stade, c'est plus du cinéma, c'est une thérapie de groupe. La réalisatrice Ouda Benyamina, elle, a confié aux Parisiens que ses comédiennes, en particulier Oulaya Amamra, Déborah Lukumwena et Sabrina Ouazani, ont reçu de nombreux messages de haine, racistes et misogynes sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, pour la réalisatrice et pour les actrices, si t'as pas aimé le film, c'est que c'est ton problème à toi. C'est que t'es un macho, t'es un misogyne, t'es un raciste. Moi, je suis pas d'accord, parce que avant, il y avait déjà plein de personnages féminins stylés, qui étaient charismatiques, qui étaient brutales, qui faisaient avancer le scénario, dont on était tous fans. Sarah Connor, Emma Thurman dans Kill Bill, elle est magnifique. À aucun moment, on a dit « Ah, mais pourquoi c'est une femme, ça devrait être un mec ?» Au contraire, parce qu'elle joue super bien, parce que c'est super bien écrit, et c'est contextualisé. Le wokisme, limite, c'est bien. Le problème, c'est que quand il y en a trop, parce que trop de n'importe quoi, c'est trop. Parfois, c'est pas contextualisé ou pas au bon moment. Comme par exemple ce dessin animé pour les petits qui vient de sortir là. Je comprends pas. T'es pas une fille? Je suis né garçon et je m'appelais Felipe. Mais je me suis toujours sentie fille, alors on m'a élevée comme une fille. Et maintenant, je m'appelle Félina. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le personnage qui me gêne, non. C'est qu'on le montre à des enfants, mais laissez les enfants tranquilles. Il faut y aller par étapes. Il y a des notions qu'il vaut mieux apprendre plus tard. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire « Oui, mais c'est important et ça leur servira plus tard. » Bah tu sais quoi, remplir une fiche d'impôt, c'est important. Comprendre la crypto, c'est important. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va leur apprendre ça dès 5 ans? En tout cas, en ce moment, surtout depuis l'élection de Trump, l'état d'esprit woke, c'est devenu de plus en plus mal vu. Il y a même toutes les grosses sociétés qui commencent à retourner leur veste, à dire non mais, ah non, de toute façon on n'était pas woke nous, non, c'était juste pour faire plaisir aux gens. Alors, est-ce que ça sentirait la fin du wokisme dans le cinéma et dans notre société en général? Toi déjà, dans les commentaires, dis-moi comment tu te sens? Est-ce que t'es woke ou pas woke? Alors que tu sois woke ou pas, mets surtout un maximum de likes à cette vidéo. Là, tout de suite, tu cliques. Hein, c'est pour m'encourager à traiter des sujets aussi compliqués. Et maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir l'avenir du wokisme et des thèmes au cinéma? Alors, c'est parti! Alors, depuis des années, Hollywood s'est autoproclamé le grand chef du progressisme, multipliant les films et les séries où la diversité et l'inclusion sont omniprésentes. Mais après une série d'échecs commerciaux et une montée des critiques, les studios semblent revoir leur stratégie. Disney, par exemple, autrefois champion du wokisme, commence à faire machine arrière. Pourquoi ce revirement soudain? Peut-être parce que Donald Trump est de retour avec son fidèle allié Elon Musk et ils veulent s'attaquer à cette culture woke qui, selon eux, gangrène l'Amérique. Hollywood est en crise, les films s'effondrent au box-office, le public gronde et la nouvelle direction politique américaine pousse à un changement de stratégie. Eh bien, Bob Iger, le patron de Mickey, a déclaré que l'heure était au pragmatisme. Traduction: ok les gars, on a tenté, mais là ça fait beaucoup trop mal au portefeuille. Des projets sont discrètement annulés et certains films déjà tournés sont remontés pour éviter trop de wokisme à l'ancienne. Parce que, soyons honnêtes, l'industrie du cinéma n'a jamais été militante par conviction. Non, ça a toujours été une histoire d'oseille. Ce qui rapporte, on le vend. Un jour c'est progressisme à outrance, le jour d'après, c'est retour au classique. Scandale de Emilia Pérez aux Oscars. Ah, l'Oscar, le grand moment de la gloire du cinéma mondial. Là où on célèbre l'excellence et la créativité. Mais pas cette année. Parce que cette édition 2025 pourrait bien être la plus controversée depuis des décennies. Déjà, il y a cette histoire des incendies à Los Angeles qui continue de cramer et du coup ils se demandent est-ce qu'on doit mettre tout ce pognon dans la cérémonie des Oscars ou alors il faut juste sauver des gens peut-être? Des tensions politiques sont à leur paroxysme. Alors les Oscars, c'est une vraie secte. Surtout là récemment, ils ont eu des vraies règles super woke. Une chose qui s'appliquera à partir de l'an prochain, c'est des critères de représentation identitaire très stricts. Donc en clair, pour qu'un film soit éligible aux Oscars, il faudra qu'il ait suffisamment d'acteurs d'une certaine couleur de peau et pas trop d'acteurs d'une autre couleur de peau. Les producteurs devront remplir des formulaires pour indiquer notamment la couleur de peau de toutes les personnes impliquées dans la création du film. En gros, le critère d'admission le plus important, ce n'est plus la qualité, mais l'inclusivité. C'est une décision qui s'est fait critiquer à balle sur internet à l'époque et qui montre ses premières limites dès cette année. Et surtout, un film fait hurler les critiques et divise le public. C'est Emilia Pérez. Ce film Netflix signé Jacques Audiard s'est imposé avec 13 nominations, rivalisant avec des classiques comme Titanic ou Le Retour du Roi. Mais tout le monde s'accorde à dire que ce nouveau film d'Audiard n'est clairement pas à la hauteur des Oscars. En plus, que ce soit les trans ou les Mexicains, tout le monde parle de films super clichés qui respectent super mal les deux communautés. Marinière, moustache, ratatouille et gros accent. Voici Johan Sacrebleu, le court-métrage mexicain qui veut dénoncer la vision beaucoup trop franco-centrée et cliché d'Emilia Pérez
le film de Jacques Audiard. Audiard a dû s'excuser plein de fois parce qu'il a voulu faire un film trop woke et il sait même pas comment faire en vérité. Juste, il a essayé de suivre une notice. L'histoire, un chef de cartel mexicain qui fait une transition de genre et qui se répand. Ça change rien. Donc c'est parfait. C'est Breaking Bad avec plus d'hormones et moins de meth. Et c'est là que tout explose. Un film que personne ne connaît devient la star des Oscars, un nombre de nominations surréalistes pour une œuvre très niche, et surtout une nomination qui fait trembler Hollywood, celle de Carla Sofia Gascon, l'actrice trans qui est en liste pour le meilleur rôle féminin. Si vous pensez que ça fait grincer des dents, vous sous-estimez le bordel. Carla Sofia Gascon, actrice qui fait basculer Hollywood. Alors, c'est la première actrice trans à concourir pour la meilleure actrice aux Oscars. C'est historique, c'est fort, c'est aussi une énorme déclaration politique. Pourquoi ? Parce que Donald Trump vient tout juste d'annoncer une loi limitant la reconnaissance des genres aux États-Unis. Il a dit il n'y a que 2 genres, donc en traduction, une femme trans reste un homme. Et la réaction de Gascon, elle était explosive. Trump est un misérable, il ne pourra jamais nous faire disparaître. Après, bien sûr, tous les gauches woke, tous ces fans l'ont soutenu pour dire « Oui, elle a raison, Trump, c'est un monstre ». Mais le problème, c'est que elle, c'est loin d'être un ange. Elle est cistra, islamophobe, grossophobe, complotiste, elle fait même des insultes à ses collègues de film. Oh, vraiment, c'est un cunt flush dans l'ordre. Les gens ont commencé à fouiller dans ses tweets et ses stories. Et ça n'a pas été joli. C'est arrivé à un point où elle était obligée de supprimer tous ses comptes sur les réseaux. Déjà, un paquet de stars ont décidé de l'unfollow symboliquement. Pour vous dire le niveau qu'on a atteint, c'est que l'Académie des Oscars l'a unfollow. Et il y a tellement de tweets qui posent problème, bien sûr, je peux pas tous les montrer ici sur YouTube parce que ça va être censuré. Je vais les mettre sur mon canal Telegram, donc abonnez-vous. Mais je vais essayer de les résumer. Elle était par exemple pas très contente que des personnalités noires et asiatiques gagnent des Oscars. De plus en plus, les Oscars ressemblent à une cérémonie de prix indépendants et politiques. Je ne savais pas que je regardais un festival afro-coréen ou une manifestation féministe Black Lives Matter. À part ça, vraiment une cérémonie laide, mais laide. Ça ne rappelle pas du tout la situation actuelle ? Elle a insulté le premier ministre britannique à cause de ses origines indiennes. Elle a préféré lui rappeler qu'à une certaine époque, la Grande-Bretagne les considérait et les traitait comme des animaux. Bref, c'est des tweets dégueulasses contre les migrants, contre George Floyd, et puis surtout des tweets où elle supporte un petit moustachu. Et donc ça, pour les gens, c'est woke. Est-ce une reconnaissance légitime ? D'un côté, certains crient à la victoire du progressisme. De l'autre, les critiques s'interrogent sur la véritable qualité du film. Parce que est-ce une reconnaissance légitime ou une tentative de prouver que Hollywood est toujours woke, malgré les changements politiques ? Les Oscars récompensent-ils réellement Emilia Pérez pour son talent ou pour son message ? Mais au final, vraiment, le revers de la médaille, on n'est même pas sûr que ce film aura des Oscars. Parce qu'en ce moment, il est dans la sauce. Mais pour l'instant, Hollywood semble fermer les yeux pour tout ça. Non, je connais pas. Oh non, c'est quelqu'un de gentil. En plus de ça, il y a Selena Gomez qui joue dans ce film. Et elle est aussi dans sa sauce à elle. Selena Gomez, l'art de chialer pour rien et de se faire afficher. Alors Selena Gomez, c'est le genre de meuf qui doit pleurer au McDo parce qu'on lui a oublié une sauce. Attention, je dis pas ça parce qu'elle a pris un peu. Mais là, on est monté d'un cran. Elle a littéralement fondu en larmes devant ses 422 millions d'abonnés sur Instagram pour défendre des clandestins en cours de déportation aux États-Unis. Jusque-là, rien de choquant, surtout pour Hollywood. Sauf que le petit buzz planifié ne s'est pas passé comme prévu. Selena Gomez, en mode activiste woke, poste une story où elle chiale comme jamais en expliquant que ces gens, donc les Mexicains sont ces gens à elle parce qu'elle a des origines, sont en train d'être expulsés. C'est injuste, c'est cruel, je ne comprends pas pourquoi, c'est insupportable. Bref, du pathos, du mélo, du grand cinéma du dimanche soir. Le problème, c'est que ces personnes déportées, c'était pas des simples immigrés, c'était des personnes qui étaient pour beaucoup des criminels, qui étaient condamnés. Et là, pour les Américains, ça a coincé. Selena, tu nous expliques ? Et dans la foulée, tout le monde lui est tombé dessus. Des politiciens, des médias, des internautes et même ses fans. D'un côté, t'avais « Attends, donc tu pleures pour des mecs qui ont commis des crimes ? Pourquoi tu chiales pas pour leurs victimes ?» De l'autre côté, t'avais « Si tu veux les aider, t'as qu'à les accueillir dans un de tes palaces. » Le carnage. Résultat, panique totale, Selena comprend qu'elle a fait une grosse connerie, elle supprime la story. Mais Internet n'oublie rien. Et ça a été repris de partout, et donc encore plus parce que ça a été supprimé. Donc quand quelqu'un ne veut pas qu'on voit quelque chose sur Internet, on adore le voir. Déportation pour tout le monde, même Selena. Le sénateur Ted Cruz lui a envoyé un taquet mémorable. C'est rare que je ressens du plaisir en voyant quelqu'un souffrir. Mais là, faut avouer que c'est drôle. Un autre politicien, Sam Parker, a même proposé qu'on la déporte elle aussi parce qu'elle est d'Amérique latine. Puisqu'elle préfère les clandestins à l'Amérique, autant l'envoyer avec eux. Bref,
Selena Gomez est passée de pop star à pleurnichante militante, et on espère pour elle qu'elle a au moins gardé quelques mouchoirs sous la main. Trump et son trio contre Hollywood. Hollywood est en PLS. Trump déclare la guerre au wokisme. Alors qu'Hollywood se remettait à peine de ses derniers échecs commerciaux, de la grève des scénaristes et des gros flops qui ont vidé ses caisses, voilà que Donald Trump revient et décide de tout péter. Et pas tout seul, non. Le mec a monté une escouade. Un trio de vétérans du cinéma qui ont plus de bastos dans leurs films que de lignes de dialogue. Alors, dans le rôle des mecs qui vont sauver Hollywood, on a Sylvester Stallone, Rambo, mais cette fois-là, il est là pour découper du progressisme à la machette. Mel Gibson, Braveheart, mais la liberté qu'il veut défendre, c'est celle d'un Hollywood comme avant. John Voight, aka le père d'Angelina Jolie à qui elle parle plus à cause de ses opinions politiques, et c'est pas une blague, Trump leur a filé le titre officiel des spécialistes envoyés pour réformer Hollywood. Ouais mais Yagadou, c'est réel en 2025. Trump dégaine la grosse artillerie. Le mec, en 2 semaines de présidence, il a retourné le game comme une table de poker dans un western. Les drapeaux LGBT et BLM, c'est fini. Dans les bâtiments officiels, il n'y a plus qu'un seul drapeau autorisé. C'est l'américain. Fini les ambassades arc-en-ciel, terminé les logos en mode Pride Month. Le genre, il n'y en a plus que 2, hommes et femmes. Et les cours de sensibilisation façon Netflix, où chaque classe de CM2 avait un quota de non-binaires et de demi-transgenres, c'est mort. Les quotas d'inclusion, poubelle. Maintenant, on embauche au mérite. Ouais, enfin, en théorie, parce que Hollywood et mérite, c'est un concept un peu flou. Hein. Les studios, ils sont en mode on fait quoi maintenant? Disney retourne sa veste. Ah, c'est vraiment l'histoire quand l'inclusion rencontre le mur du box-office. Si vous pensiez encore que Mickey, c'était la magie, les contes de fées, alors il faudrait vous réveiller. Parce que depuis quelques années, la firme aux grandes oreilles ressemble de plus en plus à un laboratoire d'expérimentation sociale. Tout commence en 2020 quand Disney décide de remplacer son PDG historique, Bob Iger, par Bob Chapek. Un homme dont le plan de bataille est clair. Transformer Disney en bastion du progressisme, pousser l'inclusivité dans toutes les productions, rajeunir son public en séduisant la génération Z. Ça aurait pu être une belle histoire, ça aurait pu, mais le public n'a pas suivi. Disney veut éduquer le monde, mais oublie le plaisir. La première mission de Chapek, rééduquer les classiques de Disney. Dumbo, attention, il y a des stéréotypes raciaux. Les Aristochats, non, il y a un chat asiatique caricatural. Peter Pan, il y a des représentations d'Amérindiens qui posent problème. Résultat, Disney commence à ajouter des avertissements avant ses films. Attention, ce que vous allez voir contient des éléments de son époque qui peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. C'est vous les fragiles, ouais. Sauf que là où Disney a vraiment déclenché une guerre culturelle, c'est quand ils ont décidé d'injecter du progressisme à tous les niveaux. Dans les films d'animation, Buzz l'éclair, Les Éternels, Avalonia, où les relations LGBTQ+, et les discours anticapitalistes sont mis en avant. Dans tous les remakes qu'ils arrêtent pas de faire, c'est changer les personnages historiques pour correspondre aux nouvelles valeurs du studio. Et c'est là que tout a explosé. Le cas de La Petite Sirène. Disney fait un remake de La Petite Sirène et met tout Internet à feu. Vous aimez La Petite Sirène? Vous vous souvenez d'Ariel, cette jeune petite sirène rousse, inspirée d'un conte danois? Eh bien, en 2023, Disney décide de faire un remake avec une actrice afro-américaine, Hailey Bailey. Le problème, c'est pas sa couleur de peau. Le problème, c'est que Disney a décidé que la cohérence, on s'en fout. Aucune explication, aucune justification. Juste un changement arbitraire sans lien avec l'histoire originale. Quand c'est bien fait, ça ne dérange pas. La preuve. Quand le film Blade est sorti et que Blade est devenu Renoir, personne n'a rien dit. Quand Morgan Freeman a joué Dieu en étant noir, personne n'a rien dit. C'était super bien parce que c'était bien fait, et bien écrit et bien joué. Alors forcément, les fans du dessin animé ont réagi, et plutôt que de calmer le jeu, Disney a doublé la mise. Si vous critiquez, c'est que vous êtes ciste. On assume le choix, et tant pis pour les râleurs. De toute façon, le film va cartonner. Résultat, le film a assez bien marché. Mais a fait un énorme bad buzz. On dirait que plus de gens sont venus pour voir à quoi ça va ressembler et sont repartis sans kiffer. Mais le plus gros problème qui ça va poser, c'est pour la suite. Disney va-t-il se remettre en question? Aujourd'hui, il est face à un choix crucial. Continuer dans la même direction, quitte à perdre encore plus d'argent, ou alors revenir à ce qui faisait au mieux, raconter des histoires avant de faire passer des messages. Avec les récentes déclarations de Bob Iger qui dit vouloir réduire les films progressistes et revenir à des scénarios plus universels, on sent que le vent commence à tourner. Hollywood s'adapte toujours à l'argent. Alors selon vous, Disney, vont-ils changer complètement de cap? Blanche-Neige. Blanche-Neige 2025, c'est le remake après lequel
toutes les décisions seront prises. Ah, Blanche-Neige, le conte classique. L'un des tout premiers films de l'animation Disney. La princesse à la peau blanche comme neige, qui fut une méchante reine, trouve refuge chez 7 nains et finit par être réveillée par un baiser d'amour véritable. Une belle histoire intemporelle. Enfin, presque. Eh bien, Disney a décidé de tout changer encore. Le 19 mars prochain sort le remake tant attendu, et cette fois-ci, c'est Blanche-Neige, qui ne sera pas blanche, mais qui prend de la neige. Dans le rôle titre, on retrouve Rachel Zegler, une actrice et chanteuse d'origine colombienne, qu'on a vu dans West Side Stories ou encore dans Shazam 2. Sauf que dès l'annonce du casting, ça explose sur internet. Deux camps s'affrontent. Ceux qui défendent le choix, peu importe la couleur de la peau tant que l'actrice est talentueuse, et ceux qui trouvent ça absurde. Le personnage s'appelle Blanche-Neige, pas Latte Macchiato. Respectez l'histoire originale. Latte Macchiato, elle est bâtard. Moi, à chaque fois, ce que je trouve abusé, comme pour Selena Gomez, c'est que Zegler, ok, elle a des origines colombiennes, et elle est là en fait Colombia Power, ouais, mais elle est à peine un quart colombienne, c'est sa grand-mère, alors que, par exemple, son papa est polonais, donc elle est plus slave que colombienne, mais les origines polonaises, on n'entend pas parler. Parce que Bob Kurwa, c'est moins populaire sur les réseaux. Bob Kurwa. Moi, en tant que slave, je me sens insulté. Tu ne représentes pas notre peuple. Le scénario. Et le truc qui choque le plus, c'est que dans le scénario, il n'y a pas d'histoire d'amour. Parce que changer les personnages ne suffit pas, Disney a décidé de réécrire l'histoire. Blanche-Neige et le prince, oubliez ça. L'actrice Rachel Zegler l'a confirmé en interview. Je veux juste dire que nous ne sommes plus en 1937. Elle ne sera pas sauvée par le prince. Elle rêve de devenir une leaduse. Notre Blanche-Neige ne cherche pas l'amour. Elle veut être une femme forte et indépendante. Alors question, pourquoi adapter une histoire d'amour si le but c'est de supprimer l'amour? Pourquoi ne pas créer juste un conte original au lieu de déconstruire un classique? Bah bien sûr, c'est pour attirer les gens avec le nom pour que en fait les gens viennent quand même pour regarder parce qu'ils connaissent de nom. Tout ça c'est pour l'oseille. En tout cas, ce film va décider de la direction que va prendre Disney. En gros en ce moment, c'est la phase test. C'est si le film cartonne, ils vont continuer dans cette direction woke, et si c'est un bide, ils ont déjà prévu de réécrire le prochain Star Wars et encore d'autres films inclusifs. Elon Musk veut racheter Paramount. Alors qu'on pensait qu'Elon Musk allait se calmer après avoir acheté Twitter, voilà que l'homme le plus riche au monde décide de s'attaquer à Hollywood. Et oui, l'homme veut coloniser Mars, insérer des puces dans nos cerveaux, faire rouler des voitures sans volant, et il a une nouvelle mission, c'est sauver le cinéma. Son plan, c'est racheter Paramount, l'un des plus vieux studios de cinéma au monde. Vous savez, celui avec le logo et les étoiles, celui qui nous a offert Titanic, Forrest Gump, Le Parrain. Après, faut dire que Elon Musk et Hollywood, c'est pas non plus le grand amour. D'un côté, Musk a toujours eu des problèmes avec le wokisme. Je pense que ça vient de l'histoire avec son fils, qui est devenu sa fille. Mon fils aîné a changé de genre. Donc j'ai perdu mon fils, en quelque sorte. Alors pourquoi casser le game? Il a dit qu'il voulait restaurer Hollywood. C'est-à-dire terminer le quota, les messages progressistes partout et les remakes ultra inclusifs. Il veut intégrer l'intelligence artificielle dans la création des films. Imaginez, bientôt les dialogues seront écrits par ChatGPT et tous les acteurs seront des deepfakes. Mais malgré ces innovations futuristes, il veut une révolution conservatrice dans les thèmes du cinéma. Tous les studios concurrents tremblent parce que si Musk met la main sur Paramount, il pourrait littéralement changer la façon dont les films sont faits. Alors pourquoi Paramount? Parce que le studio est au bord du gouffre. Il y a une chute de revenus, il y a une baisse des abonnés sur Paramount+, les films qui font des flops à l'appel. Bref, c'est un studio qui a besoin d'un sauveur. Et comme dans un film à la Hollywood, Musk débarque avec 13,5 milliards de dollars en cash et dit « Je vais racheter tout ça là et faire quelque chose de bien ». Les mecs de Paramount, quand ils ont vu ça, ils ont failli faire une crise cardiaque. Ils avaient déjà une offre de rachat par un autre groupe, Skydance Media, qui voulait garder les choses normales. Mais Musk, il a cassé la porte du bureau, il est entré, il a posé une mallette pleine de billets, il a dit « On en parle, non ?» Alors, officiellement, le deal n'a pas encore été signé. Mais si Musk réussit à mettre la main sur Paramount, on sait forcément qu'il sera avec Trump et avec ce qu'il pense. Donc, Hollywood va devoir choisir un camp. Rester dans l'ancienne ligne progressiste, au risque de perdre encore plus d'argent, ou alors se ranger du côté des nouveaux patrons conservateurs, au risque de perdre une partie du public, et de passer pour des méchants. C'est une guerre d'idéologie, ça va être passionnant à suivre. Alors vous en pensez quoi, Musk? Est-ce qu'il va sauver l'industrie ou alors tout faire couler? Toi d'ailleurs, tu kiffes les films progressistes ou alors les bons classiques conservateur à l'ancienne? Likez cette vidéo, soutenez-moi à fond, même avec des petits dons, parce que sinon, dans 6 mois, tout ça, ça sera écrit par du chat GPT. Je vous fais à tous des méga yagadakis, et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais vraiment très bientôt.